Voilà. Voilà. Un point qui était intéressant aussi à noter, c'est que en fait cette vulnérabilité d'Open Proxy nous a permis en fait d'exploiter tout un tas de différentes vulnérabilités sur ce client en question. Donc là, vous aviez un point d'entrée incroyable, mais quid du scope? Comment... Là, c'était vraiment, vous avez le droit de taper tout pour la boîte, ou tant que c'est ce serveur-là, cette range d'IP, ils OK? C'était open. Ouais. Pour le coup, tout était open. OK. L'IP était listé in scope. Ouais, l'IP, oui, mais tous les vhosts, est-ce que tu étais sûr qu'ils étaient servis par ce reverse proxy ou dispatchés sur d'autres machines? Pas notre problème. L'IP est in scope. Oui, mais si ton proxy il est juste là... Enfin, si tu as un proxy dont l'IP est in scope, mais qu'il y a une misconfig qui te permet d'aller taper Google pleine face, ou n'importe quel autre... Du moment que ça, qu'il y a des applications qui tournent dessus, elles sont accessibles, c'était pas prévu. Mais... Si je fais un programme de Ubuntu, je mets une scope, je fais un reverse proxy transparent et j'envoie ça sur Department of Defense USA. C'est une scope. C'est une scope selon mes termes. Est-ce que tu as envie de taper dessus? Est-ce que tu t'exposes pas involontairement en tapant dessus juste à cause de la misconfig? Non, j'expose ton serveur. C'est ton serveur qui va taper dessus. Donc, oui, mais c'était... C'est ta responsabilité. C'est ton serveur qui va taper dessus. Ouais, mais il y a peut-être un moment où tu vas choper des données, télécharger des fichiers et ce sera sur ton disque dur. Vrai, non mais après c'est toute une question de bon sens. Là, on était vraiment sur des targets. On savait on savait que c'était toujours notre target. On savait que c'était sans doute pas prévu de pouvoir accéder à ces apps-là. D'ailleurs, ils ont dégagé ça out of scope assez vite. Légitime. Mais voilà, ça faisait partie de leur scope. Après, ça fait partie d'un problème de sécurité de leur part. Ils étaient manifestement pas au courant de leur propre catalogue interne, tu vois. Donc, t'exposes une IP, tu sais même pas quelles applications tournent dessus ou quoi. C'est un problème de sécurité en soi. C'était bien de pouvoir le relever. Ah bah c'est clair, la faille, c'est autant l'open proxy qu'il y a du monde derrière, tout est open bar. C'est une grosse montée d'infos qui a sa valeur. Et vous avez été payé en mode one fix one reward là-dessus ou pas? Genre en mode on a fixé le reverse proxy du coup GGS? Non, on a été payé sur les différentes applis qu'on a tapé. Alors, sachant que pour le coup, ce qui est aussi un petit peu marrant, c'est que sur ce scope, on avait aussi des domaines et des wildcards qui étaient in scope. Et qui étaient par exemple protégés derrière un WAF ou Akamai. Et ben typiquement, on a pu réexploiter des open proxy pour contourner des fixes ou contourner des WAF. Et au final, eux, ils ont toujours voulu corriger, et ce qui est pas non plus débile, au final, la vulnérabilité finale, quoi. Mais s'ils avaient patch l'open proxy, du coup, ils auraient pu quand même vous mettre en full dupe de partout, non? Ils auraient dû. Ouais, le problème, c'est que je pense qu'on aurait eu autant d'open proxy que d'appli à taper à travers cela. Donc. Ah, il y avait plusieurs open proxy. Ok, d'accord. Ouais. Okay. Ouais. Pour le coup, je pense que c'était vraiment le design de l'infra qui était problématique, quoi. Ils auraient pu faire le coup de la same root cause sur tous les proxys, tu vois aussi. Bon, on reviendra dessus après, si tu veux, y a pas de souci. Je te laisse finir. De toute façon, il y a toute cette partie après dont on va parler. Il y a que des parties. Il reste que des parties, on en a fait une. Ensuite, donc, je vous ai concocté un deuxième exemple dans lequel je vais exploiter un reverse proxy, mais cette fois-ci, qui va nous donner un contexte en fait auquel on avait déjà accès. Et donc là, on va pouvoir se demander en quoi c'est intéressant. Donc pour un petit contexte, on a une main application qui est hostée sur un domaine particulier et propre à lui-même, bien défini, donc qui ne partage rien avec les autres assets du client. Et puis on a aussi donc toute une partie de CDN et de ressources qui est hostée ailleurs, donc qui sont hostés sur des domaines qui n'ont complètement rien à voir par rapport à l'application principale. Pourquoi ? Pour être en fait dans un contexte de cross-origin et de cross-site,
et ce qui empêche par défaut en fait beaucoup de vulnérabilités. Voilà. Donc ici en fait j'ai pu exploiter des règles trop permissives en fait pour le routing vers un CDN externe. Donc on a ici comme exemple donc notre application importante donc qui en fait ce site hostname comporte toutes les informations confidentielles du client et elle utilise les données relatives à l'utilisation de l'application. Et en fait tous les fichiers donc qui sont contenus dans le chemin dans le chemin blog ressources en fait sont routés donc vers un CDN externe par une règle plutôt permissive puisqu'elle nous permet en fait d'utiliser tous les différents paramètres, tous les différents caractères pardon. Alors en fait ce qui se passe quand on essaye de passe transversale à partir de ce chemin, donc on essaie d'accéder à blog/ressources/ /a.html et ici le pourcentage de f pardon sert en fait à faire passer la requête au browser qui lui ensuite va normaliser, va URL décoder et qui ensuite derrière le reverse proxy va pouvoir faire cette opération ici. Donc le CDN externe reçoit cette requête, la normalise et donc nous sert le fichier HTML depuis un autre répertoire qui était normalement prévu ici depuis le hostname principal. Tes reverse proxy fail par curiosité, tu les trouves à la main avec de l'intruder ou tu as 2-3 tools que tu lances? C'est clairement une question intéressée. À la main, en fait ça dépend. Généralement ce que je fais c'est que je crawl un peu le site qui m'intéresse à la main et je regarde les différences notamment des headers sur les réponses. Que ce soit le header classique, le serveur ou tous les autres headers. Et en fait c'est ce qui généralement va m'indiquer si ok là j'ai changé de contexte vis-à-vis de mon endstream. Voilà, et ensuite dès que je sais qu'il y a un routing différent, j'essaye de jouer avec mes différents payloads de passe transversale quoi. Mais tu joues en passe transversale et pas d'encoding à la main, mais tu vas tester quelques cas, mais tu vas pas tester tous les trucs du TF8 de normalisation, de toutes les combinaisons bizarres. Non, pour le coup si seulement je fais un instinct. T'as jamais... Je suis triste. Voilà. Je fais un truc qui s'appelle bypass URL parser. On s'est cassé le crâne pour essayer de le faire bien. Il teste des millions de trucs comme ça, genre pour un pass où t'as 2 slash, il va tester environ 3500 bypass différents. Teste-le un jour, tu me diras si ça trouve des trucs mieux ou différents ou moins bien que toi, et si ça trouve moins bien que toi, fais TPR. Alors alors pour le coup bypass URL parser, je vois très bien ce qu'il fait, et pour le coup ouais moi je l'utiliserai plus sur du ok, je sais que ce fichier est accessible, je sais qu'il y a une règle iBypass pour y accéder et je vais utiliser bypass URL parser. Après quand j'essaie de découvrir dans quel contexte je suis, qu'est-ce qui est transmis par le reverse proxy, qu'est-ce qui est normalisé ou pas, c'est vrai que je préfère le faire à la main et puis faire la logique après. Je comprends, après on s'est quand même vraiment cassé le crâne pour que si tu donnes une URL avec un fichier supposément accessible, ça auto-essaye, où tu donnes un bout de passe qui lui est validé dans un contexte et un bout de passe qui était valide dans le premier contexte, et ça va tout seul essayer de retricoter un chemin qui mène de l'un à l'autre. Donc best effort, après clairement Momo auto-promo. On veut pas l'utiliser ton outil, il a lu, tu comprends pas. On préfère le faire à la main. Ouais. Écoutez, c'est pas grave, je trahirai pas les gens qui m'ont dit qu'ils avaient des bounties avec et pas, voilà. Par curiosité, c'est le même outil que le bypass 403 ou c'est un outil différent? C'est des mainteneurs différents, des technos différentes. Après, il y a clairement un mind game où toi tu fais du taf, t'implémentes des trucs, les autres vont piocher dans tes payloads, dans tes listes tout connement. Du coup, les autres, on va à un moment des listes plus établies que les tiennes, donc tu vas pareil faire ta veille techno et donc choper les techniques. Donc je vais pas dire que tous les tools se valent, il y a clairement quand même un petit top 3 qui sort du lot. Et après, chacun ses use cases. Souvent l'idée, c'est... Oui. Je parlais de ton code en fait, je pensais que tu avais un tool qui s'appelait bypass URL 404 en fait, c'est pour ça. Ah non, parce qu'avant je crois qu'il n'y avait pas 404 avant dans ton...
Peut-être que tu la rename à un moment, je sais pas, c'est peut-être ça. Ouais, possible. Justement, peut-être qu'au moment de l'open source, on s'est rendu compte que ça existait déjà, donc on a mis un autre nom. Je sais plus. Okay. C'est il y a 3 ans. Il y a pas de souci. Mais non, mais du coup, l'outil, je l'utilise, ok, je comprends, ok. Yes. Mais du coup, ouais, ça essaie vraiment pas que de trickser sur un slash, mais sur tous les slash à différents niveaux de ta payload. Et pour peu que tu donnes un préfixe connu et un bout de suffixe que tu vas atteindre, ça va essayer de les tricoter. We tried. Ok, non mais en tout cas, intéressant, je vais essayer de me repencher sur le sujet et puis je te tiendrai au courant. Avec plaisir. Tu vas être obligé de revenir, fais gaffe. Où est-ce que j'en étais? Donc j'en étais au moment où je me rends compte que ce que j'essaye d'accéder ici se retrouve sur un CDN qui a rien à voir. Donc en fait l'objectif là pour moi, c'est de trouver quelque chose accessible sur ce CDN qui puisse me permettre d'attaquer en fait le main domaine. Donc en l'occurrence, qu'est-ce que je vais chercher? Une XSS. Donc pour le coup je vais utiliser différentes techniques. La première c'est le dorking tout à fait classique sur les différents moteurs de recherche, et ce qui va me permettre de trouver le hostname du CDN. Une fois que j'ai le hostname du CDN, je vais pouvoir utiliser les archives, donc du Go, du Wayback, et puis je vais trouver les différents fichiers qui étaient à un moment hébergés sur ce CDN. J'en trouve un qui fait des trucs un peu louches avec le JS. Je me rends compte qu'il y a une DOM XSS. C'est cool. Le principe, en fait, l'utilité plutôt du fail de reverse proxy dans cette chain là, c'est que si j'avais seulement une DOM XSS sur le CDN, donc comme je vous l'ai dit, on aurait été cross-site et cross-origin. Pour avoir de l'impact sur les important apps, il va nous falloir un lien entre les deux. En tout cas, c'est pas forcément conçu pour ça. Donc avec la XSS simplement sur le CDN, j'étais plus ou moins tout nu avec une vulnérabilité de type low, voire non applicable, puisqu'il n'y aurait eu aucun impact. Et donc en fait, en exploitant donc la passe transversale sur la main application pour aller réécrire le chemin ici du CDN et servir mon injection de JavaScript, en fait je me retrouve avec une XSS qui me permet l'icon takeover sur l'application importante pour le client, depuis une XSS qui normalement n'aurait rien valu et n'aurait pas permis quelconque exploitation. Voilà. Donc, nice. Est-ce que tu compares ça à du relative pass overwrite côté front-end? Parce qu'en soi, c'est le reverse proxy qui fait ça, mais dans ce schéma d'exploitation, c'est un peu comme si tu tapais un pass traversal côté front qui normalise à son tour. Ouais, on peut le voir comme ça. C'est clairement pas les mêmes bouts de techno qu'ils font, mais la vue, elle flip-flap un peu. Ouais, carrément. Mais voilà, pour le coup, moi je voulais surtout montrer que en fait on peut avoir des passes transversales sur différents contextes, donc des contextes auxquels normalement on n'a pas accès, mais des contextes auxquels on peut déjà avoir accès, et c'est pas forcément une dead end en fait, d'avoir accès à des choses qui sont déjà disponibles sur internet, mais depuis un contexte différent, qui là en l'occurrence change un peu tout et change en fait $3000 sur le rapport, quoi. Clairement. Le nombre de gros reverse proxy d'entreprises qui se mettent derrière plein de third part et du coup en te créant un compte sur un autre third part, tu peux héberger du contenu mais le faire reflect derrière le domaine principal de la boîte. T'as pas le choix en tant qu'entreprise d'avoir ce type de fonctionnement pour les intégrations des fois, et t'as pas le choix que de être triste et subir ça, parce que tu peux pas harden ce qui est pas en ton contrôle et c'est quand même derrière ton scope. C'est un plaisir. T'inquiète pas, on a vu ça pendant la Coupe du Monde. On a vu un service sur lequel tu pouvais citer ce que tu voulais et c'était accessible sur les instances des autres. C'était pas mal. C'était pas mal. Ce genre. Est-ce que t'en as d'autres? Oui, alors cette fois-ci on va attaquer une autre couche des websites. On va s'attaquer au cache. Donc encore une fois j'en profite. C'est un bug que j'ai trouvé en collaboration avec Gelusha qui est ici présent. Donc pour un peu de contexte, c'est un bug qui est plutôt marrant puisque c'est un bug qu'on a trouvé en plein milieu de la nuit entre deux discussions en slip
Donc voilà, on peut attaquer tout de suite, je pense. Toi, t'avais un slip, moi, j'en avais pas. Ça, je le savais pas encore. C'est pour ça qu'il parlait de couche avant. Soyons sérieux. Donc, un petit peu de contexte. Nous avons un website qui veut mettre en cache des applications qui sont servies donc aux clients finaux. Généralement, cette mise en cache, elle va être régie par des règles plus ou moins permissives qui peuvent se baser sur un peu tout et n'importe quoi. Donc l'extension, le MIME type, les paramètres, la méthode, le pass et bien d'autres. Qui dit cache dit qu'en fait on va avoir du parsing de requêtes, en tout cas du parsing d'URL à différents endroits. Donc typiquement au niveau du CDN, donc qui va parser la requête et qui va décider si oui ou non ça matche les rôles, les règles qui permettent de mettre en cache. Et puis finalement on va avoir un parsing au niveau également du web server pour qu'il puisse en fait processer la requête et retourner le résultat à l'utilisateur. Donc comme généralement, enfin comme assez souvent en fait en infosec, dès lors qu'on a la même action effectuée par deux bouts de code différents, entre guillemets, deux entités différentes, on peut avoir des confusions, en tout cas on va chercher à avoir des confusions, et c'est généralement ce qui va nous donner du bug. Donc la première étape des caches d'exception en fait généralement, c'est qu'on va chercher à savoir quelles sont les réponses qui sont à mettre en cache. Voilà, donc on fait un petit tour sur l'application et puis on essaye de faire une vision de l'application, qu'est-ce qui doit être mis en cache, qu'est-ce qui est attendu à mettre en cache, et au contraire qu'est-ce qui normalement ne doit pas l'être. Donc généralement toutes les informations qui retournent toutes les pages qui retournent des informations utilisateurs ou des informations liées à l'utilisation de l'application. Généralement on va chercher à ce que ça ne soit pas mis en cache. Une fois qu'on a cette vision-là, on va chercher donc à attaquer l'application. On va trouver dans un premier temps une page qui nous reflète des informations importantes des utilisateurs, et on va essayer en fait de piéger le CDN à penser que la requête qui contient des informations sensibles doit être mise en cache en fait. Ne varie pas. Ouais, voilà. Et donc en fait, la première étape ça a été de jouer avec le chemin ici user settings et de voir un petit peu de voir comment l'application réagissait et comment le cache réagissait en fonction de ce qu'on ajoutait sur le pass. Donc le premier test en fait ça a été d'ajouter ici un slash xx, donc on aurait un chemin user setting xx, et en fait ça nous retournait une page 404 qui était mis en cache déjà directement par le système de cache. Alors, un point intéressant, c'est que généralement, en tout cas, je sais qu'à une époque, je le faisais, c'est qu'une fois que je voyais les pages 404 mis en cache, en fait, je réfléchissais pas et je me disais que ça n'avait pas spécialement d'importance. En revanche, ici, en fait, on s'est rendu compte que le CSRF token de l'utilisateur, donc qui était lié à la session, au cookie de session de l'utilisateur, était reflété tout de même sur la page 404. Donc en fait, déjà un premier scénario ici qui nous vient en tête, c'est de forcer la mise en cache d'un utilisateur authentifié sur une page 404, de sorte à ce que nous on puisse récupérer derrière son CSRF token, de sorte à exploiter sur lui une attaque CSRF, puisqu'on a déjà le token qui est imprédictible. Ça volait faire le rejeu, mais c'est pas de same, mais c'est chaud quand même d'arriver à recorréler, si t'as pas d'informations personnelles dans le CSRF ou dans la page, ton token avec quelle session il est valide. Faut aussi choper les deux. En fait, tu peux juste générer un chemin aléatoire pour chaque personne en fait. C'est ce que j'avais fait en fait dans le POC derrière. J'avais mis une string aléatoire qui était générée random et qui était renvoyée au serveur après derrière. Voilà, c'est ça. Et donc on discute de ça avec Gelusha et puis on continue de jouer un petit peu sur le chemin pour essayer en fait d'obtenir donc un résultat
intéressant au niveau du scoring CVSS. Donc on pourra en reparler plus tard, mais au niveau du scoring CVSS, on a les différentes métriques d'impact, donc l'intégrité, la confidentialité et la disponibilité. Donc nous, avec notre cache poisoning sur le 404, on a du CSRF token, et avec le CSRF token, on peut faire bouger des données. Donc c'est bien, ça nous donne une confidentialité à low, known voire low, et puis une métrique d'intégrité qui serait à élever. Mais ce qui serait vraiment intéressant, c'est en fait de réussir à faire une cache déception sur une page qui répond en 200 et qui nous envoie surtout des informations personnelles de l'utilisateur ou ce genre de choses. Et en fait, pour le coup, on s'est rendu compte qu'il pouvait y avoir une confusion entre le CDN et notre web serveur final, puisque lorsqu'on utilisait en fait le semi-colon, donc le point virgule en fin de chemin, en fait donc dans un premier temps, le CDN essaye de parser cette URL complète. Pour lui, ici on essaye d'accéder à un fichier en .png, donc qui est une règle qui match celles qui ont été définies précédemment. Donc ici on n'a aucun problème, on essaye de mettre en cache la réponse. Ensuite le web server récupère, donc reçoit la requête, la parse, et pour lui, en tout cas pour le web server un petit peu particulier qu'on avait en face, en fait tronquer la requête au semi-colon. Et donc pour lui, pour le web server, on n'essayait pas d'accéder à settings semi-colon a.png, mais on essayait bien d'accéder aux user settings. Et donc on a d'un côté le web server qui nous répond toutes les informations d'utilisateur avec le CSRF token, et d'un autre côté on a le CDN, donc le cache, qui lui pense que en fait la ressource requêtée est un fichier PNG, donc une image sans importance, mais qui au final contient les PI et les CSRF tokens, et le CSRF token pardon, de la victime. Et donc en fait ce petit trick là nous a permis d'avoir un score CVSS avec la métrique de confidentialité en élevé et la métrique d'intégrité en élevé également. Et donc ça nous faisait une belle petite cache déception payée en critique, trouvée au beau milieu de la nuit, avec un ami. Pas mal. Petite question, ça se passe comment quand, autant je visualise le cas où tu vas essayer de faire forcer la mise en cache de ton contenu, mais est-ce qu'il y a moyen de trouver des bugs où on va forcer des utilisateurs à mettre en cache ou à poison une socket de réponse avec leur contenu? Donc ok, on fait liquer de l'API, mais derrière, l'impact sur un individu peut être assez violent. Est-ce que c'est là c'est ce qu'on fait, non? Oui, mais justement, ça me choque. Enfin, je veux dire, ça expose des gens qui n'ont rien demandé. Bah en fait, le truc c'est qu'il faut... En fait, derrière là, ce lien-là, il faut leur envoyer, tu vois, pour que ça mette en cache. Pour ça mettre en cache. Si tu leur envoies pas le lien, jamais ça mettra en cache la page. Quand même. Ouais, mais du coup... tu te fais des comptes, tu te fais 3 comptes et puis tu testes avec tes comptes à toi, ouais. Tester ça et éviter à tout prix le petit raté où ça se met à swarmer, quoi. Ouais, je comprends pas parce que dans l'idée il faut l'envoyer à la personne, donc tant qu'en effet tu postes pas le lien comme ça sur Discord ou que t'envoies que tu fais une attaque en envoyant un milliard de liens de phishing, c'est pas censé arriver quoi. Ah, oui, mais il y a tellement de comportements des fois un petit peu anarchiques, genre tu commences à travailler sur un lien et puis d'un coup tu fais pas gaffe, tu le tapes en URL direct et ça va, je sais pas, le refléter dans une page qui faisait de l'indexing de toutes les ressources dessus. Ou c'est vrai que là c'est une direct proxy de sortie, mais t'as sûrement des caches pollution qui sont. Il faut être autant après aussi là. Donc, de manière générale, en vrai, pour toutes les vulnérabilités qui touchent au cache, moi je considère de mettre plusieurs cache busters à fond. Ouais. Parce qu'on sait jamais vraiment qu'est-ce qui rentre en qui ou pas derrière, et ça peut vite arriver en fait de poisonner des vrais users en fait, et c'est pas non plus ce qu'on attend. Pour le coup, donc ici pour faire donc le client nous avait demandé de faire un POC complet, donc qui récupérait d'un côté les informations des utilisateurs et d'un autre côté qui exploitait en même temps les CSRF. Avec la session donc des victimes. Donc en fait c'est ce qu'on a fait. On a fait un code client qui fait requêter à l'utilisateur
la page qui met en cache ces informations. Nous derrière, donc une fois que l'utilisateur a fait la requête pour mettre en cache ces informations, nous derrière on faisait un call vers une petite API qu'on avait fait pour et qui allait en fait rechercher en boucle les CSRF tokens avec un ID généré aléatoirement pour chaque victime. Ensuite, donc l'API nous retournait ce CSRF token qui était réimbriqué ensuite dans du code client-side pour faire submit à l'utilisateur victime les formulaires qui allaient bien avec donc le same site qui allait bien, les CSRF tokens et les values des objets qu'on devait modifier. C'était quoi la manière de faire visiter la première page pour remettre les PI en cache? Avec un open. Ouais. Avec un open et les autres après derrière pour faire plusieurs requêtes. Si je me souviens bien, ce qu'on faisait, c'est qu'on créait des iframes sur nous-mêmes et après on faisait on injectait du code à l'intérieur de ces iframes là et c'était ces iframes là qui faisaient des submits en top domain. Et tes iframes, tu les ajoutes avec un bout de JS, mais sur ton site toi attaquant. C'est ça, c'est iframe attaquant vers attaquant. XSS. Ouais, okay. Non. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et d'ailleurs, j'ai peut-être pas fait attention, mais en termes de précision, t'as précisé ou pas le point virgule pourquoi est-ce que le serveur l'interprétait différemment ou pas, Adibou? Ou j'ai pas fait semi-colon. Le semi-colon. Ouais, non, c'est vrai que je suis passé plutôt vite dessus, ouais, c'est vrai. Ok, bah, je peux l'expliquer si tu veux. Si tu veux, en gros, sur les serveurs, c'est quoi? C'est Tomcat, non? Qui fait ça? Je sais pas. Enfin, il y a pas mal, en tout cas, de back-end derrière qui considèrent que. Ouais. Côté Java, les points. C'est du Java, en général. Tout ce qui est serveur Java, en général, ils vont considérer que si vous mettez un point virgule, ce qui est après, c'est un paramètre. Voilà. Et donc, du coup, un peu aussi. Donc, du coup, là le web server, qu'on pense bien que c'est user setting tout court. Et là en face, nous le proxy qu'on avait entre deux, c'était du Cloudflare et Cloudflare il s'en fichait complètement et il pensait que c'était un point PNG. Il a pas compris que c'était un paramètre. Voilà, donc typiquement, pour faire simple, on avait le Cloudflare et notre web server final qui parsaient différemment en fait les URL et ce qui donne une confusion qui nous permettait d'exploiter cette vulnérabilité. Dans quelle mesure ça rentre dans les failles XS Leaks? Parce que là, ok, c'est à base de cache qu'on va bidouiller, mais le fait d'ajouter des iframes pour provoquer des comportements sur une appli tierce et arriver à en déduire quelque chose... c'est pas du XS Leak, parce que tu fais vraiment des vraies requêtes, c'est vraiment une exploitation de CSRF pure, hein, pour le coup. Je pensais plutôt la partie cache poisoning, plutôt que la partie CSRF. Bah, cache poisoning, c'est cache poisoning, quoi, c'est pas XS Leak pour le coup. Typiquement, c'est comme si moi, pour les post-messages, on disait que c'était du XS Leak, tu vois. C'est pas vraiment le cas. Ouais. Ok, tu vois. C'est quand même bien différent. Les XS Leak, c'est plus avoir du side channel pour obtenir de l'information derrière. Là, on est quand même assez direct dans l'approche. Je voyais un peu le côté side channel dans le fait que tu as un site tiers qui lui va popper des iframes, en enlever pour en déduire quelque chose à la fin. Mais c'est vrai que c'est juste pour créer le comportement de caching et pas pour déduire en fonction du temps de chargement. Donc, Puis c'est pas un site tiers, c'est ton attaquant. Ça, c'est toi en tant qu'attaquant, quoi. Qui fait ça? Un truc avec les iframes. Oui. Il y a pas de souci. Bref, bonne discussion. Ouais, bon moment. Bon, dis-vous, on en veut plus. Voilà. Non, quelques petits tips peut-être pour ceux qui voudraient chercher des vulnérabilités de cache. Donc déjà, premièrement, je sais que Portrigger a fait pas mal de labs à propos de ça et qui sont plutôt bien faits, donc je vous les recommande entièrement. Quelques petits tips à titre perso que je pourrais vous donner sur les caches d'exception. Le premier, c'est d'être vraiment exhaustif, en tout cas de faire vraiment attention sur sur la phase reconnaissance, puisque en fait on va très généralement avoir des règles qui sont différentes en fonction des passes requêtées. Typiquement, je pense à un bug qui a été divulgué sur ChatGPT, juste récemment, et en fait qui leverageait des règles prédéfinies sur certains passes de l'application pour faire un pass transversal et pareil tromper le web server et le CDN qui fait le cache.
un deuxième conseil qui cette fois-ci c'est plus sur le pour pas vous donc de 1 pour pas poisonner d'autres users et également pour pas vous tromper vous, c'est d'utiliser toujours des cache busters lorsque vous faites vos tests. Et puis peut-être un dernier tip, c'est d'être lorsque vous essayez en fait de mettre en cache en utilisant différentes extensions, donc type CSS, PNG, JPEG, JS, etc. Essayez d'être vraiment exhaustif sur les extensions. Ça m'est déjà arrivé par exemple de bypasser, de réussir une cache d'exception sur du point MP4, alors que tout le reste ne passait pas par exemple. Tous les fichiers entre guillemets, toutes les ressources statiques entre guillemets ne fonctionnaient pas, donc CSS, PNG, etc. ne fonctionnaient pas, mais le MP4 était whitelisté. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, si je l'avais pas eu dans ma wordlist, j'aurais pas eu ce bug. Donc voilà, essayez d'être exhaustif sur ces extensions. Et puis je me permets également de revenir un petit peu sur les reverse proxy. Je vous conseille de jeter un œil au GitHub, donc HTTP Garden, qui a pop récemment d'ailleurs, qui a été partagé sur les différents Discord de la Luca et de Bug Bounty France aussi. Et également un GitHub donc, qui s'appelle Weird Proxy, qui fait l'analyse. Je peux vous les montrer. Je tiens à dire qu'il leak un tiers d'une veille techno future. C'est pas grave, on repassera dessus, vas-y. Ouais, bah de toute façon, je passe assez rapidement dessus, hein, mais Weird Proxy, voilà, c'est. C'est un petit coup de zoom si tu veux bien, quand même. Pardon. C'est ok comme ça? Je pense que oui. Donc c'est Alexei Tuerien, il me semble, Green Dog de son pseudo, ça j'en suis sûr, qui a fait en fait une analyse assez profonde de différents web serveurs qui sont utilisés en tant que proxy. Et donc généralement, pour prendre un exemple, on peut prendre celui de Nginx. Il va vous faire une différente analyse de la normalisation et du parsing d'URL qui est fait sur chaque techno différente, et puis également les différentes fails qui peuvent arriver sur du proxy pass ou ce genre de choses. Donc je vais pas gâcher la vie de la Luca, donc je vais pas t'inquiète. trop partir dessus, mais en tout cas voilà, je sais que c'est une ressource que moi j'utilise beaucoup en tout cas pour me rappeler certains faits sur des web serveurs. Et je sais que d'ailleurs c'est quelque chose que j'aimerais reprendre et essayer de remettre à jour, mais il faut que je prenne le temps pour ça. Puis ça me sidère de voir depuis il y a combien de temps c'est sorti, puisqu'il y avait eu des premiers balbutiements au début de recherche d'Orange Tsai sur les points slash, qui du même côté des travaux plus anciens mais poussaient le game un peu plus loin. Et il y a celui-là où on se rend compte qu'en fait il y avait déjà du Parsi Differential Analysis un peu poussé il y a 3-4 ans, et il me semble que du coup enfin, je sais pas, vous dites si je me trompe, mais je pense que c'est antérieur aux premières recherches de Tsai. Non. Ou juste après. Non, Tsai, je crois que c'est 2016. C'était il y a déjà 8 ans, je crois. C'est si vieux que ça, Tsai? Ou 2018, peut-être, je sais plus. Ouais, je crois que c'est assez vieux. Non, ouais, je crois que la recherche de Tsai, ça commence à dater. Googling ring fast. Real fast. Il y a un Black Hat, il y en a un en 2018 qui est référencé, il y a du il y a 4 ans, il y a du il y a 5 ans. Non, c'était vrai, Defcon 26, donc là où ça a vraiment pété, c'était il y a 5 ans. Ouais. Après, il y a aussi... moi, Orange Tsai, je l'ai aussi suivi sur la scène CTF. Finalement, il y a des bouts de ses recherches qui étaient déjà connus aussi avant. Qu'il a fini par présenter, mais parce qu'il partageait déjà ça avec ses challenges de CTF. Grand homme qu'il est. Toujours un petit temps entre je découvert et je le mets en general ability parce que tu sais que ça va faire du dégât ou des thunes un bug bounty ou que c'est le petit trick que tu n'as pas envie de cramer jusqu'à ce que ce soit trop tard. Ou alors il faut attendre Defcon pour l'année prochaine, il faut attendre Black Hat. Du coup, ça hold des bugs. Ah bah c'est clair. Ah là là, les gens qui hold des bugs. Terrible. Terrible. Je fais jamais ça. Personne ne fait ça ici. Oui. Personne ne fait ça.
Vous, est-ce que t'en as d'autres? Est-ce que t'as d'autres tips? Ouais, non, bah, je voulais juste tenir 2 mots sur le HTTP Garden que j'ai découvert aujourd'hui. Donc je vais pas pouvoir vous en parler beaucoup, mais je pense que c'est un repo qui mérite va d'être pousser, travaillé ouais. en tout cas, parce qu'il y a l'air d'avoir un gros travail de fait donc au niveau de la recherche sur les smuggling et les différentes chains de proxy qu'on peut mettre en place en infra, quoi. Mm. Voilà, et donc il y a eu beaucoup de résultats en tout cas qui ont déjà été trouvés par cette méthode de test et ces petits labs, quoi. Et du coup, celui-là permet de chaîner de manière un peu interactive, un peu avec un rep, quoi, un petit prompt, différents types de reverse proxy, jusqu'à arriver à mimiquer un setup qu'on veut taper ou faire de la recherche de nouveaux setups, et voir comment on peut packer tout ça, a priori. C'est un espèce de cyber-chef du reverse proxy. Ouais, Kindoff, ouais, et puis qui permet ensuite d'analyser donc comment les requêtes sont traitées en fonction des. Ça a dû être assez relou à faire, hein, côté infra, on va pas se le cacher. Super relou, mais en tout cas Super utile. très intéressant, ouais. Damn true. Petite question pour revenir sur, tu parlais de cache deception tout à l'heure sur la partie MP4. C'était dans l'extension pour que toi tu puisses mettre quelque chose et le faire récupérer par quelqu'un, ou c'était pour que eux, non, c'était pour toi pouvoir polluer un cache pour que eux le trigger. Mais comment tu utilises un cache sur du MP4? Non, en fait, c'est-à-dire que donc on va avoir le cache qui va définir si oui ou non il va mettre en cache une réponse en fonction de certains paramètres. Ah, si c'est lui l'extension de fin pour arriver à trixer et Voilà, c'est ça. Par exemple, là, dans mon exemple, ici, on utilise ce tricks, pardon. Voilà, ici, on utilise le fait que l'application, enfin que le cache va mettre en cache toutes les ressources en PNG. Mais ça, c'est défini par les règles au niveau du cache. Et donc, avec le tricks qu'on expliquait tout à l'heure, donc le web server pense que on a du settings point virgule A ouais, je l'ai. fichier Le reverse proxy cache, .png. mais le proxy traite que la requête qui t'intéresse. Ouais, ça, et en fait, avec l'exemple du MP4, bah, c'est grosso modo le même exemple, sauf que au lieu de donc PNG passait pas, mais MP4 oui. Et en fait, le type, donc pourquoi je disais ça, c'était pour que en fait les gens soient exhaustifs dans la liste des extensions qui testent en fait lorsqu'ils essayent de full Choper des le cache. comportements différents. Voilà, c'est ça. Parce que typiquement, tu peux avoir, par exemple, une page qui te répond en 404 qui n'est pas mis en cache. Et si tu génères une 404 mais qui finit en .mp4, peut-être que celui-ci sera caché, tu vois. Parce qu'au niveau du cache, peu importe la réponse, le type de réponse ou quoi que ce soit, tant que la ressource c'est un .mp4, elle est foutue en cache. Ouais. Ok. Je sais pas si c'est clair, mais c'est vraiment juste là, on prend l'exemple, on cède pour remplacer le PNG en MP4 et same. Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Ouais. Non, c'est l'exemple typique du cache deception. Hein. J'ai glitché. C'est pas à cause de faire la régie en même temps, ça. Mais sinon, non, via un MP4, c'est pas possible. Il va te le télécharger si t'as un MIME type MP4 par exemple. Probable. Il va te le télécharger ou te l'afficher dans le navigateur en tant que vidéo. Quoi. Yep. Fin de la partie, vos plus beaux bugs? Ou en tout cas, le croustillant un petit peu screen share? Je crois qu'il me manque moi en vrai. Ah oui. Putain, alors. Ah oui. Oui, non, c'est vrai. Vas-y, on s'en fout. Ah oui, c'est vrai. Non, mais. Alors, pour le coup, moi, j'ai pas énormément à présenter. Ça va être surtout vocal. Donc, ça va être un petit peu plus simple. Moi, j'ai quand même pas mal d'expérience en bug bounty. Il y a un paquet de trucs que j'ai trouvé que je trouve qui sont assez intéressants. Et qui donne quelques tricks, quelques petits trucs sympas. Alors, le premier, je vais commencer à share mon écran quand même. Alors. Vas-y. Touc. Il est un prix. Est-ce que je suis dingue et je mets mon Chromium directement? À quel point t'aimes jouer? Allez, j'aime jouer.
La fameuse phrase, oh, tu sais, si t'as rien à cacher, ça va bien se passer. Allez. Alors, screenshot, tchac, et je... C'est tout. C'est tout. C'est bon? Oui. T'as pas... Ok. Ouais, c'est bon. Donc, La fameuse. voilà, la fameuse. J'ai trouvé un bug il y a quelques années chez Swisscom qui m'a permis de récupérer des PS5 gratos au moment où la PS5 n'était pas du tout disponible en stock. Ça m'a permis d'avoir des PS5, et je dis bien des PS5 avant les autres. J'en ai eu 2 comme ça. La vulnérabilité, elle était quand même relativement simple. Des choses que vous pouvez voir assez souvent, on va dire. Tout simplement, j'ai trouvé un champ qui permettait de contrôler le prix en fait, des articles sur leur site, ce qui n'est jamais une très bonne chose. Là où c'est devenu assez drôle, c'est qu'au début, je pensais que c'était que sur les objets promotionnels, et il s'est avéré que c'était pas le cas. Finalement, c'était sur tous les objets. Donc, j'ai évidemment testé sur une PS5. Et puis, il fallait évidemment tester que l'antifraude ne se déclenchait pas. Donc, je me suis réellement fait envoyer une PS5 à 1 franc suisse. Et dans ma grande honnêteté, je me suis dit quand même, bon, bah, la faille, de toute façon, je peux contrôler complètement le prix des articles. Donc, de là, je suis en mesure de leur rembourser la PS5 que j'ai pris chez eux. Donc, je me suis dit, ok, je vais prendre un petit article chez Swisscom et je vais faire la différence. Je vais augmenter le prix de mon article du prix réel de la PS5. Bon, j'ai testé ça. Voilà, dans cet espoir de les rembourser. Pas de chance parce qu'il y a eu un problème de parsing entre les différents back-ends. Et j'avais essayé de me mettre plus 358,99 à un objet, et finalement ça s'est transformé dans le process en négatif, et je me suis retrouvé avec la facture Swisscom qui est passée en négatif. Assez étrange, mais je pouvais pas trop me plaindre parce qu'après tout, bah voilà quoi, c'est un deuxième bug finalement. Donc voilà, c'était assez marrant. J'ai essayé de les rembourser, j'ai juste empiré les choses. La deuxième, ça t'a déposé des sous? Ça t'a juste non débité pendant un certain temps vu que t'avais un crédit ou un avoir sur le site? Non, alors ça m'a fait un avoir sur le site, mais parce que en fait j'ai voulu payer sur ma facture mensuelle. Et puis ça m'a fait en fait un avoir pendant quelques mois, j'avais plus de facture à payer. T'aurais pu avoir un petit truc chelou où ça te le fait pas pour une mais pour plusieurs. Vraiment, j'ai en tête une anecdote d'un gars de Las Vegas qui avait fait le talk et tout, où il avait voulu avoir nul en tant que plaque de voiture pour que ses amendes aillent à nul. Sauf que ça a fait l'effet inverse et tous les gens qui avaient des amendes non attribuées ont été redirigés vers lui, vers nul. Ouais, et du coup, il avait plus d'amendes, problèmes, huissiers. Ouais, je me souviens, j'avais vu ça. Mais là pour le coup, pour le coup, ça a été assez drôle. Parce que vraiment, j'étais dans le process de corriger la première faille. Je me suis dit, bon, ok, j'ai pris une PS5. C'était quand même pas terrible. Je leur rembourse et finalement, c'est moi que ça a juste empiré le problème, en fait. Puis moi, j'étais là en mode très, très, très bonne foi. Puis à la fin, j'étais là, je lève les mains, je touche plus à rien. Je vous laisse vous débrouiller. Faites-moi des factures, faites ce que vous voulez. Je m'arrête là. Donc finalement, bah, ils m'ont laissé cet avoir qui a duré pendant plusieurs mois. Parce qu'il était relativement important. Voilà, c'était petit bug fun. Trouvé plusieurs fois, il y a eu plusieurs itérations de ce bug. Mais voilà, c'était quelque chose d'assez fun. Avec cette super photo en plus que j'ai pu faire en plein confinement. Donc j'étais chez moi, tranquillou, aussi bien coiffé qu'aujourd'hui, c'est parfait. Donc voilà, ça c'est déjà un petit bug que j'avais trouvé bien sympa. Voilà, c'était le premier truc que je voulais présenter assez rapidement. C'est quand même un plaisir, le mec qui te scam, qui veut te rembourser, qui te rescam et qui fait tellement des bordels de contacts cassés derrière pour la partie administrative à gérer. Genre, je pense que ça lui aura coûté
5-10 fois le prix de la PS5 si t'avais rien dit, de devoir rectifier derrière avec des reversements exceptionnels, du temps humain et tout. Complètement. Mais en fait, bienveillant, mais bon. je pense que, étant donné que je m'attribue à moi-même des promotions, moi, je me suis attribué une promotion de moins 380 balles. Et du coup, moins 380 balles, ça faisait plus 380 sur la facture. Mais je pense qu'il y a un truc en interne qui a vu un signe moins et s'est dit, je sais pas, il y a un opérateur qui a tapé un moins en promotion, on l'enlève. Et je sais pas, il y a quelque chose, il y a un back-end qui s'est pas comporté de la même façon et ça s'est transformé en... En pas ce qui était prévu. En pas ce qui était prévu, ça a changé le signe quelque part. Deuxième petit bug que j'ai trouvé, cette fois-ci je vais me contenter d'un simple fichier texte. Zoom un maximum, il voit que dalle. Vraiment, tu mets ça en plus, ouais. Ça va là comme ça? Nickel. Ok. Alors, de façon très succincte, c'est un peu le même genre de bug. J'étais sur un site e-commerce sur lequel on pouvait acheter des cartes Netflix et tout ça. Et en fait, on choisissait le montant de la carte. Donc, c'est à la fois le montant de la carte et c'est aussi le montant de la facture à la fin du process. Donc ici, on voit que y avait un filtre entre 10 et 1000. Donc là, on voit, par exemple, j'ai rajouté dans mon carte une carte Netflix de 960 balles. Et le nom du paramètre, vous voyez, le gift amount, paraissait un peu bizarre. Le point au milieu, c'est quand même pas très standard. Je me suis dit, tiens, on va quand même essayer de faire un petit peu manuellement. Là, on parle même pas d'intruder ou quoi que ce soit, j'ai juste fait un petit peu manuellement. Puis j'ai remarqué que si on mettait un suffixe en fait à ce nom de variable, ça passait encore. On pouvait encore commander, ça rajoutait bien dans le panier. Puis je me suis dit, ok, c'est bizarre, tiens, on va essayer le process en renommant un petit peu cette variable, voir si ça fait pareil. Je me suis rendu compte assez simplement que ça filtrait plus du tout. Donc il n'y avait plus du tout le filtre entre 10 et 1000, il n'y avait plus le filtre qui empêche le param d'être négatif, juste parce que le nom a changé, alors que c'est toujours pris en compte. Raison simple, c'est qu'en fait, dans le back-end, au moment de faire le check, il regarde gift.amount, et au moment de prendre en compte le param, il regardait si la variable commence par gift.amount. Pourquoi? Je sais pas, mais ils m'ont confirmé que c'était bel et bien ça le problème. Donc j'avais cette possibilité de créer des cartes Netflix ou je sais plus trop quoi, Disney+, ou quelque chose comme ça, avec des montants qui étaient négatifs. Donc si je crée une carte qui fait moins 960 balles et que je me prends une autre carte à 1000 balles, ben, j'ai une carte à 1000 balles qui va me coûter que 40 balles parce que ça fera 1000 balles et moins 960. Évidemment, je peux faire moins 999 aussi. C'est très bien, et comme on dépasse de toute façon les filtres, on peut aller encore plus loin. Donc ça m'a permis d'exfiltrer littéralement de l'argent de cette plateforme, notamment parce qu'ils avaient des cartes cadeaux en plus à eux de leur propre marque, ce qui me permettait de créditer mon compte à l'infini avec de l'argent en les achetant à 1 balle pour 1000 balles de cartes cadeaux. Du coup, donc, une faille génération d'argent illimité. Ça se reward combien? Critique pour le coup. Le maximum, le max bounty pour eux. Ça dépend vraiment. J'ai déjà eu une vulne vraiment pareille et ils voulaient absolument pas la passer en critique. Ouais, pour le coup. Franchement, ça dépend des programmes. Pour ceux-là, en tout cas, ils m'ont payé en crit maximum bounty. Et bah, pas de discussion. Lucky You. On a eu un truc similaire sur une plateforme dont on taira le nom. Et concrètement, tu mettais une TVA à moins 20 000% et tu exfiltrais de l'argent de nulle part qui arrive sur ton compte. Et l'entreprise qui justifie ça en non, mais nous, l'argent il est parti de notre compte. Il dit oui, mais nous on l'a reçu, donc il y a bien de l'argent qui vient de quelque part. Oui, non, mais écoutez, c'est compliqué. Puis l'antifraude, le machin. Informative, 700 balles. Ouais, ça m'étonne pas. Non, c'est non. Ça m'étonne pas. Et par curiosité, du coup, Blacklist, si tu as essayé d'utiliser la carte qui était négative, elle faisait que ton panier coûtait plus cher. Non, je la recevais. Non, je la recevais pas. D'accord. Je la recevais pas. C'était un code que tu recevais par email et pour le coup, quand c'était négatif, je la recevais pas. Donc, quelque part dans le back-end, ça crachait. Mais par contre, je recevais ça à 1000 balles. Ok. Ce qui était le plus intéressant finalement.
C'est ça. Et ça baissait ton card, donc t'étais content. Ça baissait mon card, donc je pouvais choper. Petite question avant ouais. la suite des bugs techniques. On parle de plein de bugs, de front-end, de P2I, de cache, de machin. Moi qui suis pas trop dans ce genre-là, et qui aime bien taper plutôt des RCE sur les back-ends, il reste des... Enfin, vraiment, question bait. Hein. Il reste des RCE en bug bounty ou... Oui, il en reste pas mal. Il en reste beaucoup. Merci d'avoir répondu. Ne serait-ce que parce que les gens, justement, ne vont pas... La plupart des bug bounty hunters, on est assez peu à aller vraiment loin dans la technique et à creuser vraiment. À partir du moment où tu creuses, tu finis par en trouver. Surtout sur les technos sur lesquels tu es à l'aise. Si c'est des technos sur lesquels tu n'es pas à l'aise, tu dois apprendre à devenir à l'aise dessus en restant sur ce programme. Mais voilà, ouais, ça arrive d'ailleurs là. Les prochains bugs dont je vais parler, ce sera des RCE. Très chouette. J'ai plus que des RCE. Vas-y, tant mieux. Voilà. J'ai plus que des RCE. De toute façon, s'il n'y a pas une RCE présentée, je coupe le stream. Pas de souci, ça marche. Alors, je vais parler d'une RCE qui date maintenant. Hein, ça fait quelques années que j'ai trouvé ça. Ça doit faire 7 ou 8 ans. J'avais trouvé une RCE chez Facebook, sur un serveur de chez Facebook, qui s'appelait Sentry Agreements. Donc, c'était une instance de Sentry relativement standard. Et pour une raison X ou Y, je ne sais pas exactement, mais une fois sur deux, quand j'essayais de me loguer, je recevais finalement un gros pavé de debug de leur Sentry qui était visiblement en debug mode, parce que c'est une bonne idée, n'est-ce pas? Je ne sais pas pourquoi leur Sentry était buggé comme ça, était instable, mais le fait est que je recevais des dumps de Django de temps en temps. Ce qui est assez bien sur Django, c'est que même en mode debug, dans sa stack trace, il est censé retirer les secrets par nom, en fait. Il fait simplement des regex et des matchs exacts. Il est censé retirer un petit peu tout ce qui est sensible du dump. Ceci dit, Sentry avait un comportement qui était assez intéressant. C'est qu'il avait renommé les secrets, en fait, de Django à sa sauce. En fait, il les récupérait puis il les avait foutus dans d'autres variables qui, elles, n'étaient pas retirées de ce dump. Donc, grâce à ça, on a pu récupérer la secret key de Django. On a pu voir à l'intérieur du dump que les session serializer c'était Pickle, que le session engine c'était sign cookies, donc c'était des cookies signés qui contiennent du Pickle. Pickle, pour ceux qui ne savent pas, c'est un format de sérialisation Python qui permet littéralement de sérialiser des classes entières avec leur définition. Et ce qui nous permet, une fois désérialisé, d'avoir des RCE qui sont assez simples. Donc ici, on peut voir qu'il y avait un système.secret key qui était stocké dans la variable Sentry option qui, elle, n'était pas supprimée. Évidemment, j'ai caché le contenu. Je me suis fait un petit script pour pouvoir resigner des cookies arbitraires pour cette instance. Je me suis fait un petit slip 30 parce qu'on tape quand même sur un serveur de Facebook. J'avais pas envie d'être un petit peu trop attaquant, on va dire. Puis j'étais jeune à cette époque-là, j'avais pas encore la confiance que j'avais aujourd'hui. Tout soon pour la prison. Donc voilà, j'ai pu report ça assez vite. Ils m'ont payé 5000 à l'époque parce que c'était quand même un serveur, selon eux, qui était bien isolé. À mon avis, un Sentry, ça stocke quand même pas mal de data qui pourrait être intéressante. Ça réévalue peut-être un peu plus maintenant avec le recul. De toute façon, si toi, tu as des données qui sont passées par là, il y a d'autres users qui ont des données qui sont passées par là, quoi. Ouais, après, moi j'ai juste trouvé par pure chance ce truc. Ouais, pur et num. Petite question, est-ce que la strat de Pickle existait déjà en 2018? Genre déjà documenté, Bookactrix ou équivalent Ouais. Donc tu t'es fait un petit challenge de write-up, un petit challenge de CTF et t'as RCE Facebook, quoi. Ouais. Non, alors après, pour le coup, je connaissais déjà bien Sentry. Et puis, tu vois, j'avais donné à l'époque déjà une ref de Balda qui était un membre de Zero Day Sober aussi, qui était aussi mon équipe de CTF. Et tu vois qu'il référençait déjà ça en 2013. Donc, ça va, c'était sorti depuis un bon moment.
Mais ouais. Régalez-moi un instant, c'est quoi votre date de début d'entrée un peu dans la sécu? Dans la sécu. Ouais, pas dans l'info, mais vraiment début dans la sécu. Alors le moment où vous avez commencé à vous dire vas-y, je vais creuser un peu plus que le strict minimum. Je dirais 2006, 2005-2006 pour moi. Ok, donc t'es dedans depuis avant. J'ai commencé à 13 ans, je crois, 12 ou 13 ans. Ça fait 18 ans. Damn. Donc là, t'as clairement eu le temps de voir les trucs évoluer, de voir les techniques ouais, sortir. Complètement. Bah, j'ai commencé avec quelqu'un que je considère toujours comme un grand ami que tu connais puisqu'il travaille chez Lexfo. On a commencé ensemble quand on était gosses. Ça fait pas mal d'XP. Et puis on a pu voir les choses évoluer au fur et à mesure du temps. Ça a été assez cool. C'est cool de voir les choses évoluer. Et de voir qu'on n'est toujours pas inutile, même 18 ans après. Loin de là. Loin de là. Guélu Adibou. Moi, j'ai commencé à faire un petit peu de route-me au lycée, mais sans trop en faire long, plus que ça, quoi. Ouais, les premiers après, c'est galéré vraiment. Hein. Et après, c'était vraiment en première année de DUT où je me fais pas mal chier, où je me suis dit, bah go, faut s'occuper, quoi. Et du coup, je faisais du route-me à ce moment-là. Ma première année de DUT, il y a 10 ans, je dirais. Ouais, je devais avoir... Il y a 11 ans. Je devais avoir 17 ans à ce moment-là. Adibou Adibou.gon ou .mute, je ne saurais dire. Pardon, je m'étais mute au niveau du... Pas de souci. Du stream deck. Non, bah pour le coup, je saurais pas trop dire. J'ai commencé en étant au collège, mais ça reste de la... Ouais, c'est du lurk sur les forums, quoi, c'est pas grand chose. Sinon, après, à partir de quelle année je m'y suis vraiment intéressé et mis, ouais, je sais pas trop. Ok. Sorry. Ouais, passionné, côté bug bounty sécu, il y a quoi depuis 2 ans, 3 ans, un peu plus intensive? Bah c'est pareil, parce que j'avais déjà fait du bug bounty il y a peut-être 6 ans maintenant, 7 ans. Mais ouais, j'étais pas non plus dans l'état d'esprit dans lequel je suis aujourd'hui, qui est purement j'ai envie de skill up et j'ai envie de voilà, devenir meilleur sur les différentes technos. Donc ouais, je saurais pas trop dire quand est-ce que vraiment le switch a été fait, mais ok, ouais, plus graduel. Ouais. Right. Et toi, Lalu? Oui, alors moi, du coup, vous êtes les pires guests. Mais j'ai cru que t'allais enchaîner toi derrière directement. Ouais, carrément. Je sais pas faire ça de manière non gênante. Je vous pose la question, bref. Non, moi c'était du coup il y a été 2017 que j'ai commencé à poncer un peu route-me. Donc il y a pareil, comme d'autres je pense, le début du tu commences, t'as fait les trucs simples que tu savais faire et il faut commencer à apprendre. Et donc il y a eu un bon blanc. Et donc ouais, début 2017 et plutôt sérieusement 2018. Donc 5-6 ans. Mais du coup, voilà, pour tous ceux qui se disent c'est un peu tard pour se mettre à la sécu, jamais trop tard. Non, non mais on voit bien, hein, on a des profils qui sont en train d'arriver, ça fait 1 ou 2 ans qu'ils sont dessus. Et c'est des brutasses. Ça devient déjà des brutasses. Non, il n'y a pas trop tard. Finalement, en fait, on est tous dans le même bateau. Le fait que moi j'ai commencé plus tôt, ça fait juste que j'ai un peu plus d'expérience. Mais en vrai, ça a tellement évolué sur les dernières années que c'est juste t'es toujours obligé d'apprendre. C'est juste le fait de faire de la veille constante. Ce qui fait que les gens qui arrivent aujourd'hui, ben, ils me rattrapent juste sur les techniques actuelles. Alors c'est cool, hein, moi je sais attaquer des trucs comme il y a 15 ans. Mais pour ce que ça sert aujourd'hui. Attends qu'on tombe sur un Ubuntu 12 ou un Windows XP et là, on connaît. Ouais, bah, c'est comme petit backtrack. C'est comme exploiter un Windows 3.1 aujourd'hui, tu vois. Ben, moi je pourrais pas. C'est encore trop vieux pour moi. Après, il y a aussi en bug bounty, il y a aussi un aspect où vous pouvez être payé pour des bugs qui nécessitent pas vraiment d'être technique en soi. Hein. Alors je sais pas si c'est toujours aussi vrai maintenant, mais en tout cas je sais qu'à une époque c'était un petit peu la mode des leaks de secrets par exemple sur GitHub ou sur les sources ouvertes en fait.
Et typiquement, trouver des creds sur GitHub, hormis des skills de recherche et de dorking à la limite, ça demande pas grand chose. Pareil, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure, mais j'ai déjà pris des crits en 9.8 pour avoir utilisé admin sur une interface de login. Enfin, et d'ailleurs, ça peut faire écho aussi à l'aspect compétition et concurrence du bug bounty. Moi, je suis désolé, mais quand j'arrive sur un programme qui existe depuis quelques années maintenant, qui a déjà eu beaucoup de monde qui passé par là, etc., et que j'en arrive encore à trouver des interfaces de login où admin passe, en fait, je considère qu'il y a, s'il y a une concurrence, elle est assez faible en tout cas. Mais typiquement, ça c'est des bugs qui nécessitent pas d'être au niveau de blacklist ou enfin voilà quoi. Être à mon niveau technique, je pense pas que ce soit nécessaire pour trouver des bugs, ça c'est clair. Par contre, avoir quand même un bon niveau technique, ça vous assure quand même beaucoup plus de chances d'avoir. Ah non, mais c'est sûr. D'avoir plus de bugs. C'est sûr. Je dis juste qu'il y a des bugs qui, à l'heure actuelle, qui nécessitent pas. Ouais, je suis d'accord. Bien sûr. Après, c'est sûr que oui, si tu veux vraiment faire du bug bounty et tabasser les clients, oui, plus tu connais de bugs et plus t'es bon, mieux c'est quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, pour titre d'exemple, par exemple, moi, à un moment, j'ai juste fait un bug XSS critique, 2000 balles. J'ai lancé juste une XSS dans la barre de recherche. À partir de là, c'est simple. On est d'accord. Mais... Je pensais que c'est vachement plus. C'était pas genre 10K, 30K, 50K et XSS Au moins, minimum. Ouais. Il me semblait, excuse-moi. Et pareil, j'ai fait une SQLI à 7500, une côte dans un champ de recherche. Sur un programme, j'étais pas le premier à être invité. Il y avait déjà plein de reports dessus. Il est ouvert depuis un petit temps. Il avait déjà été audité avant. Benef. Comme quoi, ça confirme ce que je dis depuis bien longtemps. Il restera toujours des bugs. Hein. Faut jamais se dire que les gens sont déjà passés avant ou quoi. Il y a toujours des bugs et il suffit juste de chercher. De lâcher l'automatisé et de faire du manuel. De chercher. Parce que sinon, t'as le même automatisé que tout le monde. Ça, c'est clair. Si vous voulez automatiser différemment que les autres. Et juste, non, allez chercher, quoi. Allez chercher. Ça attend qu'à être trouvé par quelqu'un. Et puis voilà. Mais et quand vous trouvez, faites des donations à vos développeurs open source et streamers préférés, évidemment. Sinon, vous pouvez me faire des donations à moi, hein, j'accepte aussi. J'ai trop riche déjà. Bon, pas tant que ça. Bon, je continue sur les RCE. Yes, je remets ton écran. Mon écran. Vas-y, c'est tout bon. Il y est. Ok, donc petit RCE sur Magento, un local Firehead aussi. C'est mes tout premiers bugs sur Magento, donc ils ont une place particulière dans mon cœur. C'était à l'époque où ils étaient encore sur Bugcrowd. Ensuite, ils ont bougé sur HackerOne. C'est mes tout premiers bugs. J'y suis allé en fait à la base à l'occasion d'un pentest. Finalement, ça m'a intéressé. Je me suis dit, tiens, je vais continuer un petit peu. Et je me suis rendu compte que c'était troué. Donc, la première RCE que j'ai trouvée, c'était sur un langage de templating qu'ils avaient pour gérer en fait des designs de produits, pour savoir comment ta page va être affichée en colonne et ce genre de choses. Ils avaient vraiment tout un système de templating. Et en fait, il y avait juste un pass traversal assez obvious. Donc, ils essayaient de faire des patchs un peu partout, à plusieurs endroits dans le code, sauf qu'il n'y avait rien qui était fait correctement. Il y avait juste des choses auxquelles ils n'avaient pas pensé. C'était assez fait bizarrement, pour être tout à fait honnête. Et je me suis rendu compte qu'on pouvait loader des fichiers qui étaient en .phTML, chose qu'on peut pas en uploader sur quasiment toute l'admin de Magento. Il n'y a aucun moyen d'en upload, sauf un
sauf un, évidemment, que j'ai trouvé. On pouvait créer un produit avec des custom options et on pouvait définir que l'utilisateur il pouvait uploader des fichiers de telles extensions et du coup on pouvait mettre un PHTML ici, on pouvait créer un produit où l'utilisateur pouvait uploader des points PHTML, on allait uploader notre point PHTML et on utilisait le pass traversal où il fallait l'extension PHTML. Comme ça, il passait dans un wrapper spécial pour exécuter du code PHP. C'était franchement très bizarre. Et c'est à partir du moment où je me suis rendu compte que Magento était très bizarre que je me suis dit, ok, ça vaut peut-être le coup de focus un petit peu sur Magento. J'avais trouvé aussi un moyen de leaker le pass via des erreurs et ce genre de choses. Donc voilà, ma toute première vue de Magento, le payload ressemblait juste à ça. C'était vraiment passe traversal très standard sur une de leurs features les plus dangereuses. Évidemment, on parle de templating. On sait bien que le templating, c'est quand même le truc qui va tout de suite attirer l'œil. Et ça m'a permis de RCE directement. L'autre bug, c'était un local file read. Quoi dire? Quand c'est pas un templating, c'est l'autre. Ils ont deux systèmes de templating, un pour les emails et les pages, l'autre pour afficher, faire le layout en fait des produits. Donc j'ai trouvé une RCE sur le premier templating, il fallait que je trouve une faille aussi sur l'autre. Donc j'ai trouvé un petit local file read qui permettait en fait de loader un fichier CSS de façon assez évidente. Et en fait, il faisait grosso modo un file get contents sur notre param. Donc là, de nouveau, un pass traversal sur ETC password. Et ça nous l'affiche. Rien de magnifique. Et pourtant, on parle d'un programme qui était public à la fois sur Bugcrowd et qu'il a été sur HackerOne ensuite. C'est resté là pendant des années, sans aucun doute. À une époque où il y avait quand même vachement moins de monde qui ponçait tous les programmes. Quand même. Non, mais il y a 2018, plein de bugs encore. 2018. Non, il y a toujours plein de bugs. Mais... En 2018, c'était déjà développé, il y avait déjà du monde. Je suis d'accord, il faudra regarder un petit peu le moteur de templating, il y a encore des trucs à trouver, mais ils sont moins straightforward que celui-là. Ah oui, tu veux dire... oui. Il y a plus de monde qui a éprouvé le système, et il y a encore des trucs, mais... Magento, c'est fortement amélioré avec le temps. Un petit peu normal. La faute à qui? Un petit peu normal parce que je pense que je leur ai report quand même pas mal de bugs. J'ai fait un peu plus de 500 000 $. Maintenant, je dois être à 540 000 $ chez eux. Donc, forcément, ça aide. Tout en sachant qu'il y a Eboda aussi, qui est quelqu'un avec qui je travaillais, qui lui avait dû faire quelque chose comme peut-être 200 000 ou quelque chose comme ça aussi chez eux. On a travaillé beaucoup en collab sur Magento. Donc, on les a poncés. Donc, au bout d'un moment, ça améliore leur sécurité. Mais oui, après, en 2018, normalement, ils auraient dû être sécures par défaut. Maintenant, c'est un peu plus le cas. Ils auraient pu. N'empêche qu'on les a eus à la Coupe du Monde. Ah, clairement, ils se sont fait massacrer. Et ils se sont fait massacrer. Ils se sont fait massacrer. N'importe quoi. Ouais. Quand on dit massacrer, ça coûte plusieurs centaines. Il y a eu au moins une centaine de bugs qui ont été trouvés, non? Ouais. Sur la partie Magento. Ouais, puis moi j'ai open source, pas un plugin, ça foisonne. Non, mais c'était un massacre. Après, tu vois, il y a eu de la crit, il y a eu de la crit préos, il y a eu tout. Ouais, mais après un mondial, tu mets pas n'importe qui. Enfin, je veux dire, c'est pas n'importe qui se retrouve en mondial de bug bounty. Vous m'excuserez, s'il y a plein de programmes disponibles. Là, vous mettez les meilleurs sur un programme qui a été déjà éprouvé par plein de gens, mais pas forcément le top notch. Bah, forcément, il va prendre des claques. Ouais, le truc, c'est qu'ils sont pris des claques même par mois. Tu vois? Oui, mais t'es au mondial. Oui, mais faussement humble. Non, mais on peut parler se dire des bugs qui étaient pourris un peu. On en a trouvé des bien pourris dessus, concrètement. Ouais. Mais tu pourrais te dire qu'en 5 ans dessus, j'ai fait le tour. La réponse, c'est non, j'ai pas fait le tour. Je retrouve, je reprends, je trouve... Après, la code base est énorme. Ouais, mais tu vois, je trouve même des bypass de bugs à moi d'il y a 2 ans, 3 ans, où il y a des régressions, des choses comme ça. Enfin, c'est assez génial. Justement, je vais en parler juste après.
de régression, de bad patching, mais on est en plein dedans. Deux petites questions. Dis-moi. Ton premier bug, a priori, c'était du templating Magento. Ouais. Ton dernier bug? Le dernier que j'ai report. Ouais, le dernier que t'as report ou le dernier que t'as report à Magento? J'ai beaucoup d'attentes sur cette... Il y a eu du templating. J'aurais bien aimé que ça finisse. Le premier templating, last one templating, ça aurait été la preuve que les choses bougent en 10 ans. Je pense que le dernier, c'est sur du templating aussi. Mazel tov. C'est pas le plus critique, mais le dernier que j'ai envoyé, ça doit être du templating. Adibou doit pouvoir confirmer, parce qu'il me semble que les derniers bugs qu'on a envoyés, c'est la nuit qu'on a passé dessus. Et oui, j'ai passé une nuit avec Adibou. Mais c'était sur Magento. Ouais. Je suis désolé, Blacklist, mais après, on a reporté un bug ensemble aussi. Hein. Et c'était pas du templating. Non, tu as reporté un bug, tu m'as ajouté juste pour avoir un badge. C'est vrai. Il y a un badge, j'ai collaboré avec Blacklist. Tu m'as bien aidé aussi après Nice. passer top Magento et tout. Oui. Ouais, du coup, oui, le dernier que je report vraiment, c'est du templating. Donc, oui. Et c'est du templating email. Donc, celui-là, là. Encore? Celui-là. Ce type de templating. Et justement, puisqu'on en parle, le prochain, ça, c'est juste... Je vais pas vous expliquer dans le détail la vulnérabilité. Je vais vous en toucher 2 mots quand même, mais c'est plus pour le côté fail et pour le côté assez marrant du truc. Pour ceux qui ont suivi un petit peu l'actualité de Magento, c'est-à-dire sans doute pas beaucoup d'entre vous, mais moi oui, il y a une vulnérabilité qui est sortie il y a quelques années de ça, en février 2022, qui était la CVE 2022-24086. Cette vulnérabilité, c'était une préhausse RCE sur Magento qui était utilisée par un threat actor. Donc il y a eu un patch urgent qui a été fait par Adobe pour corriger cette préhausse RCE. Évidemment, vous vous doutez bien que moi, travaillant sur Magento, j'entends préhausse RCE, je vois un patch urgent passer, je télécharge évidemment ce patch que je regarde. Donc ils ont tout fait pour que ce soit assez difficile de retrouver l'exploit original. Ils ont patché largement en aval du bug pour que ce soit pas facile de le retrouver, mais avec la connaissance que j'avais du produit, qui était assez grande à ce moment-là, j'ai tout de suite senti qu'il y avait une histoire de templating là-dedans. Leur patch, c'était de matcher tout ce qui est commencé par des accolades, double accolade et double accolade fermante. Et s'il y avait ça dans un résultat, ils supprimaient. Pour faire simple. Donc ça ressemblait vachement à leur templating d'email. Donc je me suis dit, ok, ça peut être intéressant. Ils ont fait ça dans la fonction qui retourne un template évalué. Donc je me suis dit, ça veut dire qu'il y a des templates qui sont évalués 2 fois de suite. Donc assez vite, j'ai trouvé le sync original. Et à peu près 20 minutes après avoir trouvé le sync original, Eboda et moi, on a trouvé chacun un bypass différent de leur patch qui nous a permis d'avoir de nouveau RCE Préhausse et ce qui nous a permis d'avoir 10 cas chacun parce que évidemment les bypass étaient complètement différents. Et ça nous a permis, le jour de la release d'un patch très urgent par Adobe, de bypass, ce qui aurait permis, si on n'avait pas été là, pour un threat actor, d'avoir un bypass assez simple et de continuer à attaquer les clients de Magento. Donc ça vous montre 2 choses. La première, c'est que les développeurs sont mauvais pour patcher les bugs. La deuxième chose, c'est pas parce qu'une vuln est fixée qu'il faut... qu'elle est fixée. Qu'elle est réellement fixée. Là, en l'occurrence, je vous ai dit qu'ils utilisaient des regex. Mon bypass à moi, c'était juste de sauter une ligne avant les accolades fermantes. Comme ça, il ne matchait plus les accolades fermantes.
le bypass de Eboda, c'était de ne pas foutre les accolades fermantes en se disant ouais, bah, plus tard dans le template, il y aura d'autres accolades fermantes et puis basta. Voilà. Donc... Il n'y avait pas eu un aussi où vous les quadrupliez parce qu'il y avait une passe de replace en double tout simple? Je crois pas. Je crois pas, mais c'est Il me possible. semblait en avoir vu passer un comme ça dans la même série. C'est possible. Du coup, 10K, toi t'appuies sur la touche entrée, tu fais 10K. On dirait vraiment les présentations JT. Incroyable, ce jeune étudiant de seulement 37 ans permet d'obtenir 10K en appuyant sur la touche entrée de son ordinateur. C'est Est-ce ça. rageant? Pourtant, c'est la vérité. C'est ça. Et pour le coup, t'as 37 ans. Ouais, merci. Back zen. Mais pour le coup, lui et Boda, ça a été supprimé 2 caractères, tu vois. C'est encore plus rentable. C'est encore plus rentable. Ah, quoique non, lui, il avait quand même 2 appuis sur la touche. C'est 2 appuis. Moi, c'était une seule. Mais ouais, non, pour le coup, c'est juste pour vous dire, allez travailler sur les patchs. Ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup. Je pense que pour Adobe, en tout cas, la plupart de mes bugs, c'est travailler sur les patchs, rebypass, refaire du travail, refaire un peu d'ingénierie au-dessus de leur patch. Et voilà. Petite nostalgie personnelle. Tu sais que c'est sur celle-là où je t'ai compris, pas le bypass, mais la première RCE, où je t'ai ping, il me semble. De mon côté, c'était en fin d'emploi à l'Expo en mode oui, bonjour Blacklist, j'ai vu que tu avais fait ça, j'aimerais passer la même, ça fait 5 jours, ça faisait 4 jours que je me pétais les dents dessus, il me restait pas longtemps pour wrap up et terminer, et genre, c'est vraiment ok, je vois ce qu'il faut faire, j'ai le sync, la payload, à mon sens, elle était un peu one shot ou rien, et vraiment, le truc où tu sais que tu as envie, tu sais que tu quittes ton job bientôt, et tu n'as pas envie de lâcher, mais tu sais que tu ne l'auras pas en le temps imparti. Et du coup, d'où l'intérêt quand même du social, d'aller discuter avec les gens, qui te donnent un peu des hints sans cramer. En fait. Mais oui, je t'ai ping comme un animal, évidemment. Je me souvenais pas. Mais oui, c'est Guélu juste... pour les solutions, toi pour les RCE, et Adibou pour le fait qu'il nous coupe tout le temps la parole. Pour les flags, tu veux dire, directement. Pas besoin des solutions. Pour les solutions, moi je t'envoyais directement les flags, ça allait plus vite. Avant ou après que je t'ai envoyé les premiers, histoire de marchander? On en parle. On en reparlera plus tard. Un top 1, un top 20, ça se mérite. Moi, je suis jamais monté aussi haut que toi, tu sais. Terrible. Aïe. Et je vous parle d'un... Ça commence en troll, ça finit en double bat, ces conneries. Fais gaffe. Je vous parle d'un dernier bug. Ouais, tu peux zoomer un peu. Ouais, je vais zoomer. Putain, Guélu régie. Dernier bug. Celui-là m'a valu un bounty à 75 000 $. Donc il est plutôt cool. Si tu veux nous montrer le code, faut que tu zoomes un poil plus encore. Alors, ouais, bien, voilà. Merci. Alors, donc sur un programme que je ne citerai pas, je suis tombé sur un système où je pouvais contrôler en fait du HTML dans un process. Je savais absolument pas ce que c'était. Je savais qu'il faisait du process de HTML. Je savais que j'avais une espèce d'XSS en back-end. J'avais aucune idée de ce que c'était. Et il s'est avéré, après quelques tests, en faisant taper un peu chez moi, tout ça, que c'était DOM-PDF. Alors, DOM-PDF, je connaissais pas spécialement, mais il s'avère que c'est une lib.php pour transformer des fichiers HTML en PDF. Je me suis dit, ok, ça a l'air d'être intéressant, va sûrement y avoir des trucs de browser et des trucs comme ça. Non, du tout. C'est du parsing de HTML en PHP, réellement. Ils refont tout, ils te transforment tout ça. Il n'y a pas du tout de browser, il n'y a pas du tout de WebKit, il n'y a rien. C'est triste, l'approche est plus saine. Faire un vrai parseur pour générer le contenu en fonction de ce que tu as parsé, c'est plus sain que faire des techno-web qui n'ont rien à foutre, mais c'est beaucoup de code, beaucoup de complexité. C'est beaucoup de complexité. They choked on complexity. Et notamment parce qu'ils ont beaucoup de edge cases à gérer. Et par exemple, un des edge cases qu'ils ont, c'est de gérer les images à l'intérieur du PDF. Et si c'est du SVG, ils vont devoir faire du parsing de SVG pour pouvoir ajouter ça à l'intérieur du document et ce genre de choses. Et une des choses qui est très intéressante dans PHP, c'est
c'est l'URL handling de façon générale. Schema. Voilà. Les openers, les schemas, les shims, les wrappers, tout le bordel. Voilà, tous les wrappers d'URL de PHP sont assez intéressants. Et notamment, il y en a un qui était très intéressant avant PHP 8, c'est phar. Donc PHAR, PHP Archive, les archives PHP. Ce qui les rend très intéressantes, c'est qu'elles ont un wrapper d'URL qui est associé. Et si vous faites pointer ce wrapper d'URL vers un fichier local qui est un fichier phar valide, à l'intérieur d'un fichier phar, il y a du PHP sérialisé qui va désérialiser quand il ouvre le fichier. Et ça, c'est assez intéressant parce que si on a le contrôle sur un fichier local et qu'on fait pointer une URL, donc phar // vers notre fichier, on va avoir la désérialisation PHP. Et selon le contexte, ça peut mener à des RCE. Et en l'occurrence, dans mon contexte, ça a touché du Laravel. Il y a des payloads de désérialisation connus pour Laravel. Donc moi, j'étais là en mode, si je trouvais un petit quelque chose quand même sur ce DOM PDF, ma cible utilisait du PHP 7, donc on était parfait, pas encore PHP 8. Je me suis dit, bon, ok, ça peut être vraiment sympatoche de trouver un petit quelque chose dans ce DOM PDF. Donc je suis parti vraiment à la chasse à la zero day sur DOM PDF. Et assez vite, j'ai trouvé une zero day sur ce code. Donc en fait, il regarde, donc si on a une balise IMG dans notre HTML, qu'elle pointe vers un SVG, il va commencer à créer un parseur. Et il va regarder si dans le SVG, s'il y a des tags qui s'appellent images, il va faire tout un système de filtre pour éviter les URL en phar, avec le protocole phar et ce genre de choses, sauf qu'il check image en lowercase, et du coup, il va pas checker si le tag a juste une lettre en uppercase. Et du coup, ça m'a permis de loader des fichiers phar locaux. Donc, ça m'a pris beaucoup de temps ensuite sur ma cible pour réussir à contrôler en entier un fichier local. Si vous voulez en savoir plus, il faudra venir sur mon Discord et aller lire le write-up parce que c'est long, c'est compliqué de tout expliquer ici. Puis ça me permet de faire la pub aussi de mon Discord au passage. Voilà. Legit. Tu veux qu'on mette un petit lien au passage? Vas-y, tu peux mettre un petit lien. Oui. Donc, sinon, je le mettrai après. Je te remercie. Avant, je fais ça au fil de... Donc voilà, ça m'a permis de loader un fichier phar. Quand même, pour le TLDR, j'ai exploité une race condition chez eux pour savoir où étaient les fichiers uploadés. J'ai utilisé une zero day aussi sur un autre plugin Laravel qu'ils utilisaient pour empêcher les fichiers temporaires de supprimer, et ça m'a permis d'avoir RCE chez eux. Et ça m'a fait un bounty à $75 000, ce qui est à date mon plus gros bounty. J'espère que cette année ça changera. J'espère avoir quelque chose de plus beau que $75 000. On peut qu'espérer. Petite question, est-ce que tu avais un file upload pour trigger ton phar sur celui-là? J'avais un file upload, mais j'avais beaucoup de mal à trouver, ne serait-ce que si les fichiers étaient stockés en local et où ils étaient stockés. Et finalement, j'ai fait une race condition sur l'upload en lançant vraiment beaucoup d'upload. J'ai réussi à générer une erreur parce qu'il faisait du resize à la volée avec ImageMagick. Leak de pass, TMP random. Derrière, t'as fait genre Memory Exhaustion, crash, leak de pass dans TMP / un bout de random. Même pas. Pour le coup, c'était ImageMagick qui foirait. Parce que je l'ai lancé 2 fois de suite. Avec la race, ça lançait 2 fois de suite sur un même fichier qui était déjà open. Parce que c'était censé être asynchrone, sauf que le précédent avait toujours un handle open sur le fichier. Et ça m'a permis de savoir quels étaient les passes. Grâce aux passes, qui avaient vraiment un format pas standard, j'ai trouvé quelle lib ils utilisaient pour gérer l'upload. Dans cette lib, j'ai trouvé une zero day pour faire en sorte que ces fichiers temporaires ne soient pas supprimés à la fin de l'upload. Une petite zero day de rien du tout, tu vois.
Oui, juste un petit slow loris, une petite connerie qui fait que... Même pas, vraiment juste un équivalent. Un pass traversal qui était bloqué. Okay. En fait, ils avaient une sécurité contre les passes traversales. Et du coup, à cause du blocage du pass traversal... Exit early, pas de ça exit early, et du coup, ça ne te supprime pas ton fichier temporaire. Et grâce à ça, du coup, j'avais un fichier que je contrôlais complètement à un endroit sur le serveur que je connaissais, qui ne se supprimait pas, donc pas besoin de race condition pour l'atteindre, et le phare avec dump.pdf. Donc c'était tout le scénario complet, et ça m'a pris à peu près 1 mois entre le moment où j'ai trouvé la faille et le moment où j'ai RCE. En fait, ça m'a pas pris à peu près 1 mois, ça m'a pris tout pile 1 mois. C'était le mois anniversaire de la faille au moment où j'ai pu RCE, et c'était cool parce que l'équipe m'a laissé l'exploiter jusqu'au bout. Et pour les pauvres dump.pdf, droit derrière, il y a Ryotak, un très très bon hacker japonais, qui a vu ma vune et qui s'est dit « Oh tiens, je vais aller trouver un bypass », et il a trouvé assez vite un bypass. Pas tout à fait un bypass parce que c'est pas exactement la même vune que moi, mais il arrivait exactement à la même conséquence que moi d'utiliser une URL phare, encore une fois. Donc voilà, c'est juste pour vous dire, vous voyez, même sur un bug que j'ai trouvé, droit derrière, il y a un mec qui s'est dit, tiens, bon, on va regarder, et puis il a trouvé un autre moyen d'atteindre exactement la même chose. En soi, c'est un fix bug d'un fix bug d'un fix bug. Voilà. Enfin, c'est un bypass de fixe d'un bypass de fixe d'un bypass de fixe. Ouais. C'est... Voilà. J'ai fini, et du coup, j'ai leaké l'URL. Is ok, ce n'est pas bien grave. Truly. Voilà. Petit moment énigme. À supposer que que vous ayez, messieurs, que le sync du file open qui trigger le phare. Et que vous ayez toute une ribambelle de schema PHP. Vous n'avez pas de file upload. Comment vous faites pour quand même taper cette faille? C'est t'as pas du tout de file upload. Tu as forcément un moyen, mais dans certains cas, mais en vrai, ton input, je pense qu'il va être géré en tant que stdin ou peut-être dans un endroit temporaire dans temp. Ouais, peut-être. Pas celle à laquelle je pense, mais peut-être. Le devfd après aussi, sinon, dans le même genre. Devfd Enfin, pardon. Proc self-fd, ouais, pardon. Ok, et donc t'enverrais ta payload comment avant de la faire? Donc t'enverrais ton phare comment pour qu'il soit byte perfect et que ça fonctionne? Aucune idée. Mais attends, ta question du coup c'est si on n'a pas d'upload et qu'on a juste le on enlève la phrase si tu n'as pas d'upload. Si tu n'as que la primitive où tu donnes ton URL et derrière ça va le choper tu contrôles le préfixe. Ouais. Comment tu la trigues? Franchement, c'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas évident pour la bonne et simple raison que le format phare, même si ça peut être du zip ou du tar, donc c'est assez sympa comme format. En plus, il y a tout le comment ça s'appelle. Il a un préfixe, le fichier phare que tu peux contrôler. Donc oui, t'as un zip, t'as un bout de PK quelque chose, t'as un bout de alt compiler derrière, pas totalement compressé. C'est ça, voilà. T'as le alt compiler que tu peux changer, qui fait que t'as un préfixe que tu contrôles presque entièrement. Ouais, mais là, on parle déjà de déposer du contenu quelque part. Non, je parle dans le sens où... alors après, écrire du contenu, c'est pas forcément un problème. T'as le PHP Session Upload Progress, t'as des sessions aussi. T'as des sessions. Le problème, c'est que le phare, il a une signature à la fin. Ouais. Et il faut qu'elle soit respectée. Et ça c'est beaucoup plus dur. À mon avis, en one shot comme ça, je dirais qu'il n'y a pas... Ah, one sync, pas forcément one shot. Ouais, one sync, mais... Mais je parle pas d'un brute force violent. Ok, parce que toi, t'as une solution pour ça. Puis du coup, je vois que vous regardez pas les streams précédents, donc je suis incroyablement choqué. Non, juste avec le fait de l'uploader et de le récup dans le temps pour le brute forçant comme un... Non, on a dit qu'on n'avait pas d'upload. Non, mais t'as pas d'upload, non mais tu upload quand même, quoi.
Non, mais ça change rien, tu peux quand même l'uploader et puis il sera dans ton temp quoi derrière. Mais ouais, ça... après, faut Toi, que tu veux dire, le chemin. Tu parles pas d'un upload, tu parles d'un post où le fichier temporaire de post, le body, est stocké temporairement dans temp avec hash. Ça pourrait, mais le brute force est sacrément vénère. Ah ouais, en l'occurrence, il me semble qu'ils ont fait gaffe que pour les proc self-FD, ça ne passe plus. En revanche, la maxi filouterie que je suggère, Adibou. Ah yes. Ok. Non. Si c'était si jamais pour pas, qu'on sait pas quand t'as peut-être un truc. Si jamais, même si le proc self-FD marchait, un phare, il attend obligatoirement un fichier qui a une extension. Ce qui n'est pas le cas de proc self-FD de toute façon. Mais le protocole phare, il attend toujours un fichier avec une extension. Pas forcément phare. C'est vrai, mais que si tu pointes sur un proc self-FD, c'est un lien symbolique et potentiellement ça va pointer vers le vrai truc derrière. Non, tu penses que c'est KO? Je pense pas. Je parle pas. En fait, même les fichiers temporaires, ils ont pas d'extension non plus. C'est des TMP, des TMP name, donc ils ont pas d'extension non plus. Donc il faut que le nom du fichier, il est aussi un. Il faut que tu aies un fou point barre, mais tu peux avoir un fou point barre et du junk derrière. Je suis d'accord que tu peux avoir un fou point barre. Justement, pour moi, le trick, c'est d'utiliser les libs à base de tar ou de zip ou de zlib ou autre. Tu as ton flux qui va chauffer. Donc tu peux avoir du tar 2 points ou zip ou zlib 2 points http 2 points de slash. Donc avec ça, tu vas faire fetch une ressource distante. À la fin de ton ma ressource.zip, tu mets point d'exclamation /toto /tata. Donc en gros, tu demandes d'aller fetch la ressource qui est dans le contenu de ton zip, qui va forcer un extract temporaire dans un répertoire, soit dans ton /temp, soit dans quelque chose. Vu que tu es en train de faire l'extract, tu gardes des proc self-fd sur chacun de tes bouts de fichiers. Et tu fais en plus un slow loris qui va garder la socket de réponse de ton serveur ouverte, qui fait que les fichiers ne seront pas supprimés parce que le zip sera vu comme pas encore extrait. Donc tu as ton file write avec des null bytes à la fin de merde, mais tu as quand même ton file write byte perfect, genre peut-être MD5 respecté et tout. Donc tu as ton file write propre. Et en effet, du coup derrière, tu as juste à garder la socket ouverte, tabasser les proc self-fd et utiliser le fait que tu aies ton phare là où tu veux. Par contre, tu as raison, j'avoue que le coup des symlinks, il y a peut-être moyen de retrixer en mode je veux unserialize le fou, enfin le phare de point de slash, ton phare, et donc ça serait proc self-fd 4, mais là, il faudrait que ce soit un 4 point quelque chose, et derrière, tu peux mettre un point d'exclamation /toto qui sera complètement strip par le phare. Parce que ce sera vu comme après le fichier, donc tu auras déjà unserialize. Mais tu as raison, le proc self-fd, le fait que ce soit un int, peut-être que ça nous nique, peut-être que le lien symbolique n'est pas suivi. En fait, il faut forcément une extension au fichier. En fait, il se sert de l'extension de fichier pour savoir que... Parce que tu vois, en fait, c'est bête, mais du coup, le protocole phare en PHP, il est fait pour aller chercher des fichiers à l'intérieur d'un phare. Exactement comme zip. Exactement comme le zip, tu vois. Sauf que le zip, il a le point d'exclamation pour savoir à partir de quand tu cherches un fichier à l'intérieur du fichier. Mais phare, il a pas. Phare, c'est que des slash. Oui. Et le truc, c'est qu'il cherche un fichier avec une extension pour savoir à partir de quel moment il doit chercher à l'intérieur d'un phare et pas à l'intérieur d'un dossier. Et c'est pour ça qu'il a besoin. C'est pour ça qu'il a besoin d'une extension dans le file name phare. C'est juste pour savoir que c'est un fichier phare. C'est ultra flexible. L'extension que tu as, c'est ultra flexible. C'est flexible. Tu peux avoir n'importe quelle extension. Il faut avoir une extension. Plein de points. Ouais. Tu peux avoir plein de points. Tu peux avoir n'importe quoi. Il faut juste que ce soit un fichier avec extension, peu importe lequel. Et du coup, ça casse à peu près tous les signes que tu pourrais avoir, même ceux avec du brute force. Ça les bloque à peu près tous, sans upload ou sans choses comme ça. Ça bloque à peu près tout. Après, non, pas totalement. Parce que là, en l'occurrence, il y a un monde dans lequel il faut savoir où ton dézippage se fait. Mais ton dézippage temporaire, tant que les fichiers n'ont pas été RM parce que tu as le slow upload, eux, ils restent sur le file system. Donc, on ne peut pas passer par le proc self-fd, mais si tu as une location d'unzip qui, elle, n'a pas un hash trop violent parce que ça n'a pas été fait pour, alors ça peut quand même passer. Oui. Mais il faut qu'il soit unzip quelque part. Ça, c'est forcément le cas. Et par contre, que tu saches où, oui. Mais c'est forcément unzip quelque part. Mais du coup, on revient à du brute force de temp name, finalement. C'est pas facile. Le post en upload n'est pas forcément le même
comment dire, le c'est possible. d'un upload, le hash d'un zip, ils se disent pas qu'il y a de la collision. C'est pas aussi target qu'un upload. C'est bien possible. C'est bien possible, mais... Relativement... Après l'autre truc, c'est que zip est pas là par défaut aussi en PHP. Si je dis pas de bêtises, il faut avoir PHP zip. Zip non, par contre les zlib et autres équivalents... Zlib, ouais. Mais par contre zlib, je suis pas sûr de savoir s'il décompresse en local d'abord dans un fichier. À poker. À voir. Je suis en train de réparer un bout de la régie parce qu'en fait, vu qu'on est passé après minuit, il y a le compte à rebours de début de stream qui a réapparu. Voilà, c'est patch. Unexpected. Sur quoi on enchaîne? Ouais, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que t'as enlevé mon écran? J'ai enlevé ton écran. Magnifique. Et oui. J'ai un peu pré-shot. Vous les enlevez en barbare des fois. Du coup, on a dit... Alors attention, je vais remettre le mien un coup et je m'en mêle les pinceaux dans trop d'écran. Mind me. Hop. This et je revole le screen share. Good. Donc, nous avons fait, attention, vos plus beaux bugs, gros hold-up, on n'a pas trop fait, mais de toute façon, on a déjà parlé un peu des vrais gros wins, des choses comme ça. On a dit qu'on se laissait à peu près jusqu'à 1h du mat, donc reste qui veut et rediff les autres, il n'y a pas de souci si vous vous envolez maintenant, parce qu'on sait qu'on dure vachement plus que prévu. Donc, on va enchaîner sur la plus grosse lose du genre, un truc que vous avez trouvé, vous étiez trop fiers et en fait ça s'est rétamé. Et ensuite, vous allez me parler un peu de cette partie, de la base de différents...